ce décor m'enchante et m'émerveille à la fois, car il est fait de si peu, de 3 fois rien, de 4 coups de crayon. Et ces 4 coups que vous avez si justement tracés, mon cher Palisse, vont tout à coup nous permettre de lever le rideau. Après, bien entendu, que traditionnellement Jean Carmet ait frappé les 3 coups. Et lorsqu'enfin ces 3 coups de théâtre auront été frappés, accordez-nous la grâce, chère Nicole Calfan, de vous joindre à nous, afin que tous ensemble, avec un plaisir fou, nous fassions les 400 coups. Au lever du rideau, un homme assis à son bureau, écrit avec un porte-plume. Cet homme, c'est l'auteur de la pièce. Ses lunettes d'écaille, sa chevalière, ses manchettes et sa pochette lui confèrent une indiscutable distinction. Il a la cinquantaine. Son bureau est d'époque, évidemment. Et le décor qui l'environne représente son cabinet de travail. C'est le bureau d'un homme de lettres dont l'immense bibliothèque placée derrière lui, dont une modeste bibliothèque constitue le fond du décor. Sur le mur de gauche, on peut admirer un authentique tableau d'Auguste Renoir. C'est le portrait d'une jeune fille. Sur le mur de droite, côté jardin, est accroché un dessin de Picasso. La porte principale est située... La porte est située côté cour. Ah, je ne connais rien de plus assommant que la description d'un décor. Pour le reste du mobilier, je fais confiance au talent et à la clairvoyance du décorateur et du metteur en scène. Ni l'un ni l'autre ne saurait me trahir. Au début du premier acte, l'auteur cherche son inspiration. Soudain, le téléphone sonne, mais l'auteur ne répond pas tout de suite. Il continue à écrire et se décide enfin à répondre. Allô, oui? C'est moi. Oh mon Dieu, quelle heureuse surprise. Non, oh non, j'étais en train de faire semblant d'écrire la pièce que je viens à peine de commencer à jouer. Et pour la vraisemblance, je laissais un peu sonner le téléphone. Non, je n'ai pas dit que je faisais semblant de jouer la pièce. J'ai dit que je faisais semblant d'écrire la pièce que je commence. Mais ce n'est pas la même chose. Oh, j'aimerais beaucoup. Mais il m'est impossible de vous répondre, car je me garderais bien d'user de cette convention théâtrale qui consiste à répéter mot à mot, comme si l'on était sourd, tout ce que l'on est censé entendre au téléphone. Ah oui, je sais, c'est pratique, mais avouez que le procédé est facile. Et on ne m'a déjà que trop blâmé pour ma facilité. Et puis enfin, je ne vois vraiment pas pourquoi je ferai part aux spectateurs de notre entretien dès l'instant que je ne vous ai pas écrit de rôle dans ma pièce et qu'aussitôt après avoir raccroché, ils n'entendront plus jamais parler de vous. Mais ayez la bonté de me rappeler demain matin, hein. C'est cela, mais pas trop tôt, je vous prie. Je vous souhaite le bonsoir. C'est incroyable. Mais incroyable, cette manie qu'ont les gens de vouloir à tout prix connaître le titre de mes pièces, avant même qu'elles soient écrites. Roger! Roger! Ben pour l'amour du ciel, Roger, ne soyez pas si timide. Venez ici. Mais ça ne fait rien, venez tel que vous êtes. Mais justement, venez que je vous montre au public qui trop souvent ignore votre discrète mais si efficace présence.
Vous m'avez appelé, maître? Non, je vous appelais Roger. C'est bien votre nom, n'est-ce pas? Ah oui, maître. Appelez-moi monsieur. Quel monsieur, maître? Ben voyons, Roger, monsieur, c'est moi. Ah, bien, maître. Roger, soyez gentil de noter pour demain de me remplacer ce téléphone par celui qui est au magasin des accessoires. Ah oui, mais celui du magasin des accessoires est faux. Ben justement, comme ça, on ne m'appellera plus. Très bien, maître. Monsieur Roger. Vous pouvez m'appeler Roger, tout simplement. Vous voulez que je fasse l'échange tout de suite? Non, vous ferez ça demain avant le spectacle. Mais ce soir, si on vous dérange encore une fois pendant une scène importante. Oh, pour ce soir, laissons opérer le hasard. Le hasard, c'est dangereux au théâtre. Ah, mais non. Le vrai danger au théâtre comme en amour, c'est la routine. Ah, la routine est perfide. Elle arrive à pas de loup dans une pièce. Elle s'y installe confortablement. Et finalement s'incruste avec tellement de naturel que nous perdons le nôtre sans même nous en rendre compte. Ah, au fait, Roger, avez-vous un titre? Non, maître, hélas, je suis régisseur, je n'ai pas d'autre titre. Non. Je veux dire, une idée de titre pour ma pièce. Pour quelle pièce, maître? La pièce que je suis en train d'écrire et que vous et moi jouons en ce moment. Mais je ne joue pas, maître, je suis régisseur. Et si vous la jouez, c'est qu'elle est déjà écrite. Par conséquent, elle a déjà un titre. Voulez-vous dire par là que je fais le simulacre d'écrire une pièce déjà écrite et qui porte un titre? Mais non, je dis tout simplement que cette pièce porte un titre, puisqu'il est sur les affiches du théâtre, sur les programmes et sur ma brochure. Et quel est ce titre? Vous plaisantez, hein, maître? Ah, pas le moins du monde, Roger. J'ignore ce titre. Ah, vous voulez dire, vous l'avez oublié? Je n'ai pas pu l'oublier, Roger, puisque je ne l'ai pas encore trouvé. L'âge de monsieur est avancé. Oh, n'exagérons pas. Le fait de chercher un titre n'est pas un signe de sénilité précoce. L'âge de monsieur est avancé, c'est le titre, maître. Mais qui a trouvé ça? Je sais pas, moi. Vous, vraisemblablement, puisque vous êtes l'auteur. Mais c'est ridicule. Ça correspond à quoi, l'âge de monsieur est avancé? Voulez-vous me dire? Non, 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 non. Ça, c'est un coup de la direction, qui affectionne les jeux de mots raccrocheurs, une manière de dire au public. N'ayez pas peur. On ne va pas vous embarquer dans une histoire compliquée, puisque l'âge de monsieur est avancé. N'ayez crainte, Roger. Je trouverai le coupable. Laissez-moi. Alors, pour le téléphone, c'est... Je ferai comme vous l'entendez. Où en étais-je? Ah. Au début du premier acte, l'auteur cherche l'inspiration. Il cherche l'inspiration. Il cherche l'inspiration et la trouve. Et la trouve au moment où son regard se porte sur la photo. Au moment où son regard se porte, Roger, sur la photo d'une jeune et jolie femme dont il ne se séparerait pour rien au monde. Mais de quoi ne se séparerait-il pour rien au monde? De la femme ou de la photo? De la photo. C'est la photo de l'aimer. Je ne vois pas d'autre mot. De l'aimer, dont il attend le retour avec impatience. Ça y est. Je l'ai eu. Qui? Mon permis. Ah, Il m'a même fait des compliments sur ma conduite. qui? L'examinateur. Ah, Tu me félicites pas. pour le permis ou pour ta conduite? Pour les deux. Ah, mais ce n'est pas du tout la même chose, ma chérie. Je te félicite d'avoir obtenu le permis de conduire une automobile. Tu as une façon de me dire ça, on croirait que tu es jaloux. Jaloux? Oh, comme j'aimerais l'être encore. Naguère, je l'étais sans raison et j'avais tort. Mais voilà que tu t'es mise en tête de me donner raison et là, vois-tu, c'est toi qui as eu tort. Tu ne me réponds rien. Je ne sais plus, j'ai oublié mon texte. Dans la voiture? Tu es bête. Où ça, alors? Ben là, maintenant. Oh, ce n'est pas bien grave. Nous allons nous retrouver ensemble. Je te disais, mais voilà que tu t'es mise en tête de me donner raison. Et là, vois-tu, c'est toi qui as eu tort. Et toi, que veux-tu dire? Mais je veux dire ma réplique. Mais ta réplique, justement, c'est que veux-tu dire? Pour te donner le temps de trouver une réplique. C'est gentil de ma part, non? Pardonne-moi, j'étais un peu troublée. Oh, ça, je vois. Veux-tu que nous reprenions plus haut? C'est inutile. Et pourquoi ça? D'abord parce que je trouve ce texte parfaitement insipide et de plus abominablement misogyne.
Je te laisse la responsabilité de ce genre d'improvisation. C'est pas exactement ce que je voulais dire. Oh, oui, mais tu l'as si bien dit. Tu as mis tellement de saveur dans cet insipide. Oh, je t'en prie. Ah, mais sais-tu bien que le mot insipide signifie justement sans saveur? Oui, tu le sais, bien sûr. Alors comment peut-on manquer de saveur lorsqu'on dit du mal des femmes? C'est incompatible, non? Ah, mais pas du tout. Ta façon d'exprimer ta misogynie est insipide, tiède. Et c'est par là même qu'elle est blessante. Dans ton esprit méprisant, c'est la seule que nous méritions. Tu n'es qu'un petit misogyne dépassé. Lui d'un phallocrate incertain. D'un phallot quoi? Voilà, qu'est-ce qui vous arrive? Vous improvisez ou quoi? Roger, voulez-vous bien emprunter la porte pour entrer dans mon bureau? Sinon, on ne s'y retrouve plus. Oh, pardon, maître. Enfin. Entrez. Pardonnez-moi, mais Vous n'arrivez plus à suivre. c'est ça. Je crois qu'il doit certainement... Vous manquez des pages, tenez. Voilà. Rajoutez celle-ci à votre brochure. Vous me donnez... Des pages blanches, oui, Roger, et alors? J'estime qu'il est inutile de livrer à la postérité l'échange que nous venons d'avoir, Suzanne et moi. Cela n'offre aucun intérêt pour le présent et n'a aucune valeur d'enseignement pour l'avenir. D'où ces pages blanches? Alors autant les déchirer. Ah non, car les passages à blanc, cela fait partie aussi de la vie du couple. Alors ça, depuis 30 ans... Oui, que vous faites ce métier-là, c'est la première fois que vous voyez ça, n'est-ce pas? Eh oui. Je vais peut-être vous paraître stupide, Non. mais il y a une chose qui m'intrigue. Ah oui? Laquelle? Vous finissez toujours mes phrases, C'est normal, puisque c'est moi qui les écris. évidemment. Oh, pardon. Ah, au fait, Roger, pouvez-vous me dire ce que c'est qu'un phallocrate? Vous devez bien le savoir, puisque c'est vous qui l'avez écrit. Ah, pas du tout. Ça, c'est un mot de madame. Soyez gentil de me donner la définition du dictionnaire, parce que, voyez-vous, Bien, mais... Monsieur Roger. Mais je vous l'ai déjà dit, vous pouvez m'appeler Roger, tout simplement. Et voilà. Un effet complètement usé. De quoi parles-tu? De la réplique de Roger, voyons. Ah, parlant d'effets usés, je croyais que tu voulais changer de toilette. Entrez. Je vais peut-être vous étonner, Ah, ça m'étonnerait beaucoup. mais le phallocrate n'est pas dans mon dictionnaire. Merci, Roger. Je supprimerai donc ta réplique en attendant. En attendant quoi? Et que les académiciens reçoivent le phallocrate sous la coupole. Ah, parce que tu espères encore entrer à l'académie. Oh, mais je ne parlais pas de moi. Une fois n'est pas coutume. Oh non, vraiment, tu me déçois. Laisse donc, s'il te plaît, cette vieille querelle assez modeste qui, ne parlant que des autres, ont le secret espoir qu'on dise du bien d'eux. Ah, mon Dieu, les braves gens que ces modestes-là. Quand je parle de moi, en m'adressant aux autres, c'est dire à ces derniers, vous êtes les premiers à recevoir beaucoup, mieux que des confidences, l'aveu de mes passions, le fruit de mes pensées. Et ne sentez-vous pas, au ton de mon langage, l'envie de vous séduire et de vous amuser? Souvent à mes dépens, j'en assume le risque de vous plaire ou d'être condamné. Tout bien considéré, faut-il que je vous aime à m'exposer ainsi, inconsidérément, quand je parle de moi? Mais cette façon-là de dire « je vous aime », c'est ta manière à toi de mieux t'aimer toi-même? Mieux m'aimer? T'aimer plus si tu préfères. Ah, je préfère. J'ai appris à m'aimer pour ne pas me déplaire. Vois, tu l'as dit, t'aimer. Je déteste Narcisse. J'adore ce que je fais. On n'accorde jamais trop d'importance au peu que l'on sait faire. Et adorer ce peu, c'est le meilleur moyen de s'accorder en somme un certain intérêt, mais bien peu d'importance. Aimer passionnément un rien que l'on découvre et qui vous enthousiasme et qui vous rend heureux pour l'heure, la journée ou parfois la semaine, n'est pas se satisfaire ou se prendre au sérieux. Il faut le travailler, ce rien, afin de le parfaire. Se plairait-il ensuite à nous désenchanter pour l'offrir au public? Il doit d'abord nous plaire, et c'est pourquoi lui veut qu'on le prenne au sérieux. As-tu remarqué une chose? Laquelle? Pour chacune de tes questions, j'ai une réponse. C'est normal, non? Pourquoi donc? Parce que tu es l'auteur de la pièce. Ah, mais je croyais que pour une fois, nous improvisions. Tu sais bien que non. Ah, je te jure. Tu sais bien que toutes tes phrases appellent une réplique que je ne peux pas ne pas dire. Bon. Et que cette réplique suppose la réponse que tu avais envie de donner. Oh non, tu n'improvises pas, tu fais semblant d'improviser. Pour donner l'impression que je ne connais pas mon texte. Tu cherches toutes les occasions de m'humilier. Pardon. Mais je me pose une question. Et si les gens s'en foutaient Si les gens se foutaient de quoi? de toi? Oh, c'est possible, ça? Ils se foutaient de ton état d'âme, Mon état d'âme est ma seule de politique. ton langage, de tes risques. Ça ne te vient jamais à l'idée? Allons donc. Les gens paieraient leur place, s'installeraient confortablement dans leur fauteuil et attendraient avec lassitude le lever du rideau en se disant « Et maintenant, on se fiche éperdument de ce qui va se passer. » Non, mais c'est complètement absurde. Tu t'imagines toujours que tout le monde t'admire. Ah, je vais t'étonner, ma chère. Je n'aime pas les gens qui m'admirent, mais en revanche, j'admire les gens qui m'aiment. Ah, enfin, tu en conviens. De quoi? Que je suis admirable. Oh, je l'enlace. C'est trop drôle. Parce que tu... Oh non, mais toi, mon chéri, tu ne m'aimes plus. Comment?
moi je t'aime plus. Ah non, ça c'est affreux. Quoi donc? Moi je t'aime plus. Tu supprimes ma négation. J'ai l'air d'écrire à la va-vite, comme un sauvage. Et de plus, tu ne le dis pas bien. Bon, alors comment veux-tu que je le dise? Ah ben ça, je ne sais pas, moi. Ça, c'est une affaire entre tes sentiments et toi. Ouais, si je comprends bien, tu aurais préféré que je te dise non, je ne t'aime plus. Oh, jamais de la vie. Oh, mais c'est beaucoup trop tôt dans la pièce. Non, j'aurais préféré que tu me dises, je ne sais pas, moi, je t'aime, tout bonnement, mais comme c'est impossible... Et pourquoi, s'il te plaît? Ah, parce que seule une femme qui a reçu une mauvaise éducation peut mentir, alors qu'une femme bien élevée ne ment pas. Elle se contente de ne pas dire la vérité. On peut très bien ne pas dire la vérité sans pour autant mentir. C'est bien ce que je disais, mais ça revient au même. Pas du tout. En ne disant pas la vérité, on évite parfois de faire de la peine. Crois-tu? Ah oui, je le crois. Enfin, serais-tu capable de dire à une femme laide, à madame, ce que vous pouvez être moche? Non. Ah, tu vois bien. Non, parce que je ne m'adresse jamais à une femme laide. Ah, alors admettons qu'elle soit belle, mais sotte. Lui dirais-tu, madame, vous êtes une conne? Non. Tu Non. vois? Non, parce que je n'use jamais de ce mot-là. Et puis parce que la connerie, comme tu dis, n'est pas la sottise. Soit, lui dirais-tu, alors à cette femme belle, mais sotte, vous êtes une sotte? Non plus. Car si elle est belle, elle ne saurait être sotte. Pas plus d'ailleurs qu'une sotte ne saurait être belle. En somme, tu t'en tires en ne disant rien à personne, ce qui t'évite de mentir ou de ne pas dire la vérité. Ah, mais pas du tout. Car je dirais volontiers à une sotte, ah, Dieu que vous êtes laide, madame. Et ainsi, tu n'y auras pas dit la vérité. Bien sûr que si, mais elle ne m'aura pas cru puisqu'elle est sotte. Oui, mais à moi qui ne suis ni particulièrement laid, ni particulièrement sot. Que veux-tu dire? Ce que je pense. Mais alors dis-le. Dis-le puisque tu ne penses qu'à ça. Dis-moi, où vas-tu chaque jour sitôt que nous avons déjeuné? Tu le sais bien, voyons. Eh, parbleu, mais le public, lui, ne le sait pas encore, et il est venu pour le savoir. Et si je veux, moi, lui épargner cette scène? Trop tard, va, n'épargne personne et joue la comédie. Et si je refuse? De jouer la comédie? Oh, ce serait bien la première fois. Eh bien, justement, je refuse. Oh, ben alors dans ce cas, rideau. Quoi? Rideau? Rideau maintenant, mais c'est sur le champ. Mais c'est pas sérieux, là. Ah, Suzanne refuse de jouer la comédie. C'est invraisemblable. Ah, tu vois, Roger lui-même trouve que c'est invraisemblable. Toi qui à la ville cherches tous les prétextes pour faire des scènes, dès que tu es sur scène, voilà que tu refuses d'en faire. Avoue que c'est paradoxal. Alors voyons, Suzanne. Oh, mais il n'y a pas de allons voyons Suzanne. Je ne vois vraiment pas pourquoi je jouerais cette comédie en faisant le simulacre d'être infidèle. Pourquoi pas? Parce que je le suis. Vous êtes quoi? Infidèle? Oui, je suis infidèle. Et je suis fière de l'être. Ça vous dérange? Oh, pas du tout, non. Bon, alors, vous voudriez que je continue à jouer à la femme infidèle et qui veut avoir l'air d'être fidèle pour me ridiculiser et donner à monsieur l'occasion de faire des mots d'auteur? Mais je n'ai pas dit que je voulais... Bon, alors écoutez, qu'est-ce que vous voulez au juste? Ce que je veux. Oui. Enfin, ce que je voudrais, ou plutôt ce que je ne voudrais pas, c'est faire le rideau maintenant. Le public est venu pour vous voir jouer la comédie et est en droit de l'exiger s'il n'y a pas de cas de force majeure, n'est-ce pas, maître? Absolument. Et désertion devant le public. Tu sais ce que ça coûte? Continuez, Roger, continuez. C'est tout ce que j'avais à dire, pardon encore. Si c'est tout ce que vous avez à dire, retournez à votre régie et faites le rideau. Mais N'insistez pas, Roger, je ne marche plus. j'insiste pas, là. Alors, j'ai pas à prendre part à vos querelles, mais avouez tout de même que la situation est singulière. Ah, ça, je ne vous le fais pas dire. Enfin, Roger, une femme qui trompe son mari en cachette de nos jours, ça ne tient pas debout. Qu'une femme trompe son mari? Non, mais en cachette. C'est complètement invraisemblable. Pourtant, vous savez, il y a encore des femmes... Il y a de vieux principes bourgeois, oui, non, mais ça, je sais. Mais Dieu merci, aujourd'hui, la grande majorité n'a plus de principes. C'est vrai. Et cette majorité n'a plus de principe, par principe. Regardez-le. Il est tout content. Il a fait son mot. Ah, c'est mieux qu'un mot, ma chérie. C'est une idée. Il faut regarder ce qu'il y a derrière les mots, mon trésor. J'en ai assez d'être l'objet futile et suspect qu'on laisse en scène pantois après l'avoir accablé de pensées profondes et d'idées reçues. Tes précédentes, comment appelles-tu ça? Partenaires, oui. S'en contentaient peut-être, mais le monde bouge, mon cher. Et la femme avec. Ah, non! Quoi? Non! Non, ça, je t'interdis formellement de donner dans le social. Je suis un auteur léger, ma petite fille, et je tiens à le rester. Fais-moi passer pour un pan, pour un attardé ou pour un coquille si tu veux, mais ne me fais pas dans le social. Je ne vais tout de même pas commencer à me prendre au sérieux à mon âge, non? Alors justement, si tu te prends pas au sérieux, pourquoi te payes-tu le luxe d'être jaloux? Qu'en pensez-vous, Roger? Si je peux me permettre, puisque vous me demandez mon avis, n'est-ce pas, à supposer que ma femme me trompe, ouvertement ou en cachette. Comment dirais-je, dans un cas comme dans l'autre, je crois que je serais jaloux. Même en sachant qu'elle a trouvé le bonheur avec un autre homme? Ah, surtout. Oh, Roger, vous me décevez. Vous me décevez abominablement. Alors, vous me demandez mon avis, je vous le donne. Ce sont des convictions personnelles et n'engagent que moi.
C'est bien ce que je vous reproche. Oh, tu ne vas tout de même pas reprocher aussi à Roger d'avoir un autre avis que le tien. Un avis qui n'engage que lui. Et sa femme? Lui a-t-il seulement demandé son avis à elle? Non, bien entendu. Il ne veut surtout pas savoir pourquoi elle le trompe. Ça l'arrange. Il est jaloux et ça lui suffit. Non. Il se contente d'être jaloux. Et Dieu sait s'il est facile d'être jaloux quand on est trompé. Un peu trop facile. Ça donne bonne contenance. Ah, souffrir. Quelle délectation. Et souffrir tous les soirs devant 800 personnes. On ne s'en lasse jamais. Se poser en victime, se faire plaindre par de bonnes âmes, voir des mouchoirs qui se... Oh non, là tu t'égares, voyons. Roger aime sa femme. Non, il ne l'aime pas, car s'il l'aimait, au lieu d'être jaloux, il chercherait avec elle la cause de leur échec. Mais... Et après une bonne prise de conscience lui révélant son incapacité à lui procurer le bonheur, il se réjouirait d'apprendre qu'un autre y parvient. Mais tout se passerait sans heurts, dans une entente véritable. Non plus faite de concessions réciproques, mais d'une légitime et généreuse acceptation mutuelle. Mais alors, il découvrirait le sens profond d'une union. Mais... Sinon, à quoi bon se marier? Ah, mais pour divorcer, ma chérie. C'est justement pour ne pas divorcer que tant de gens aujourd'hui refusent le mariage. Ils ne savent pas de quoi ils se privent. Le divorce parvient si souvent à rapprocher deux êtres désunis par le mariage. Bravo! Rideau! Non? On continue? En principe, quand il y a divorce, c'est que les conjoints... Les 10 juin serait plus convenable, Roger. Très drôle. Oui. Oui. Enfin, je voulais dire, lorsque deux époux se séparent, c'est qu'ils ne s'aiment plus. Or, ma femme m'est fidèle. Et on n'a aucune envie de divorcer, puisque nous nous aimons. Alors comme ça, vous n'avez jamais trompé votre femme? Suzanne! Non, non. Laissez, maître, je peux répondre à cette question sans rougir. Je ne l'ai jamais trompé. Cherchez bien. C'est inutile. Vous n'avez pas été tenté de le faire, ne fût-ce qu'une fois? Oh, bien sûr, comme tout le monde, quoi. Et voilà. Voilà quoi? J'avoue en avoir eu la tentation, mais je ne l'ai pas fait. C'est plutôt héroïque, non? Vous voulez dire que c'est d'une rare lâcheté? Allons bon. 100 fois, vous avez eu envie de tromper votre femme. Oh, 100 fois. Vous vous êtes bien gardé de lui en souffler mot, n'est-ce pas? Bah, j'allais tout de même pas lui faire de la peine en avouant une faute que je n'ai pas commise. Mais vous l'avez commise, et de la pire façon. Décidément, je ne comprends rien aux femmes. Les femmes sont comme la musique et la peinture. Ceux qui ne les comprennent pas sont des imbéciles, au même titre d'ailleurs que ceux qui les comprennent. J'aimerais savoir de quelle faute je suis coupable en n'ayant pas avoué à ma femme que je ne l'ai pas trompée. Mais vous l'avez trompée, moralement. Et depuis 20 ans que vous vivez ensemble, votre épouse n'a jamais eu le moindre soupçon. Pas l'ombre d'un doute. C'est pas joli, Roger. Je peux rêver de temps en temps sans que ce soit un crime. Quand l'un des deux se met à rêver, comme vous dites, c'est bien la preuve que rien ne va plus. Je vous répète encore une fois que je n'ai jamais trompé ma femme. Sûrement. Car si vous l'aviez trompé, vous auriez été malheureux. Oui, et en étant malheureux, j'en aurais souffert. Sans aucun doute. Voilà pourquoi je me suis bien gardé de me marier. Ah, ben voilà. Je me demandais si ces répliques étaient de Roger ou de toi. Maintenant, je sais. Quoi donc, ma chérie? Oh, je t'en prie, hein, cette façon de me couper ma scène avec une pirouette, c'est d'une élégance. Oh non, mais dis donc, je t'ai tout de même permis de placer quelques-unes de tes grandes idées de bataille. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire à son mari, mais qu'on peut dire à un tiers. Ah, parce que tu crois vraiment qu'il y a des choses que je n'oserais pas te dire. Mais évidemment, puisque moi je sais où et quand je peux te couper, tandis que lui, le malheureux, il ne peut glisser que des mèmes. Je ne suis qu'un tiers. Le rôle d'un tiers, avant tout, c'est de savoir écouter. Et pour savoir écouter, il faut savoir se taire. Si difficile de se taire. Très difficile de se taire quand on n'a plus rien à dire. Rideau? Oh non, 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 non. Dites-moi plutôt ce que Suzanne, qui a décidé de se taire, devait répondre à ma question. Où vas-tu chaque jour, sitôt que nous avons déjeuné? Ah, je sais pas, moi je connais pas par cœur toutes les répliques de Suzanne. Mais pourtant, elle coule de source, non? Allez me chercher la brochure. La brochure? Comme s'il suffisait d'avoir la brochure pour s'y retrouver. Ah, c'est juste après ma question. Où vas-tu chaque jour, sitôt que nous avons déjeuné? Oui, ben j'ai trouvé. Bon, eh bien, asseyez-vous. Là? Bon. Suzanne? Mais tu le sais bien, voyons, je vais chez mon dentiste, rue du Cherche-Midi. Ainsi, depuis 3 mois, tu as rendez-vous tous les jours avec ton arracheur de dents, rue du Cherche-Midi, à 14h. Ah, que c'est drôle. Mais qu'il est drôle. Ne m'as-tu pas déclaré tout à l'heure que tu n'ouvrirais plus la bouche? Et n'est-ce pas ta voix qu'à l'instant je viens d'entendre? C'était un aparté, si tu vois ce que je veux dire. Parfaitement. Un aparté est un mot, une parole ou un mot que l'acteur dit tout bas, en criant très fort pour que seul le public l'entende. Alors c'est raté. Moi j'ai entendu. Continuons, Roger.
À propos, j'ai trouvé dans le nouveau dictionnaire la définition du mot phallocrate. C'est un adjectif et un nom masculin. Phallocrate se dit d'un homme qui se considère comme supérieur à la femme. Supérieur, dans quel sens? Ouais, phallocrate, ça vient de phallus. Vous me couperez ça. Reprenons notre texte, Roger. Oui. Si tu t'imagines que je vais chez le dentiste pour mon plaisir, tu sais très bien que parmi tous les soins, ceux de la bouche sont les plus longs. On te demande facilement de revenir 20 fois pour une seule dent. Alors tu penses pour 32. Et je te prie de croire que si ça n'était pour te plaire, ça me fait drôle de vous tutoyer. Pour me plaire? Mais bien sûr. Car hormis une dent de sagesse qui doit être soignée particulièrement, les autres, Dieu merci, les autres en quelque sorte, ne reçoivent en somme que les soins de beauté. Il le dit bien. Ridicule. Continuez, Roger, de grâce, continuez le spectacle avant tout. Pardonnez-moi, maître, je dois vous l'avouer, je trouve moi aussi cette scène assez pénible. Et comme je le comprends. Ah bon? Tu demandes à ce garçon, dont ce n'est pas le métier, qui de surcroît n'a aucune féminité, de me remplacer au pied levé. De te remplacer? Oh, jamais de la vie. J'ai prié Roger de me donner la réplique à ta place. C'est tout. Car ce que j'ai à dire de toi et de moi sera dit au public. La vie avancera, notre histoire avancera, et si tu ne m'aimes vraiment plus, tu le diras par procuration s'il le faut, mais tu le diras. Continuons, Roger. Je vous jure, c'est pas de la mauvaise volonté de ma part. Vous savez combien il est difficile de se mettre à la place des autres. Et comme en outre, je ne suis pas comédien, que je manque de féminité, que j'ai les dents relativement saines, j'ai d'autant plus de mal à faire semblant. Alors cette scène entre vous et moi perd tout son sens, ou du moins, si elle ne le perd pas, je dirais qu'elle en prend un autre qui n'est pas tellement dans votre style. Oh, ça met le nom d'un chien! Est-ce ma faute si Suzanne veut absolument oublier le rôle que je tenais jusque-là dans sa vie? Est-ce ma faute encore si elle refuse de jouer celui que j'avais choisi pour elle? Faut-il que je renonce à mon rôle à moi pour faire plaisir à tout le monde? Oh, mais ça, il n'y a aucun risque, puisque c'est le beau rôle qu'une fois encore tu t'es donné. Ah, mais raison de plus pour ne pas l'abandonner, ma chérie. Mets-toi un peu à ma place. Chiche. Chiche. Mais dis-moi, qui te donnera la réplique? Toi. Moi? Naturellement, je prends ta place à condition que tu te mettes vraiment à la mienne. C'est logique, non? Ah, tout à fait. Alors là, c'est le bouquet. Il ne t'avise pas de sauter des répliques, je connais ce rôle sur le bout des ongles. Et moi, je le connais par cœur. Voilà la différence. Je ne vois pas la différence. Oh, ça, je m'en doutais. Bon, eh bien, mais commençons. Tu diras tout ce que j'écrirai. Fidèlement. Et tu feras tout ce que je voudrais. Je suis là pour ça. Ça peut changer beaucoup de choses. Nous allons voir. Nous commençons? Quand tu voudras. Ah, dis-moi. Où dois-je m'asseoir? Ici ou là? C'est sans importance. Ah, tu crois? Alors, je m'assieds là. Non, mets-toi plutôt là. Ah, tu vois. Évidemment. De dos. Bah, tu n'es pas de dos, tu es de face. De face. Bah oui, face à moi. Ah, oui, face à toi et au décor. À propos, veux-tu qu'on le change? Quoi? Mais le décor. Bah non, pourquoi? Je sais pas, moi, une idée comme ça. Je m'en suis contentée jusqu'à présent, c'est pas le plus important. Ah, tu crois? Quoique, puisque nous en parlons, moi je n'aurais peut-être pas placé les Oh, fauteuils mais comme qu'à ça. cela ne tienne, mon chéri. Roger. Oui, monsieur. Roger, nous allons modifier le décor. Aidez-moi, je vous prie. Prenez ce fauteuil. Alors? Les fauteuils, placez-les là, contre le mur. Si je peux me permettre, pour la porte, c'est Tintin. Pardon? Ce fauteuil placé ici gêne l'ouverture de la porte, vois-tu? Eh bien, il n'y a qu'à le mettre de l'autre côté. Il y a qu'à... En somme, comme chez le dentiste. Comme chez le dentiste. Ah, la vitrine, mettez-la en face. Oh, prenez garde, Roger, que cette vitrine contient des trésors. Attention, là. C'est bien là que tu la veux. Ah oui, pourquoi? Devant le Picasso. Pas devant, à côté, évidemment. Oh, la mauvaise foi des hommes. Maintenant, Roger, mettez-moi ce guéridon ici. Et la chaise là. Ce fauteuil ici, l'autre là.
Bon, attendez, le mur ici fait un peu vide. Une idée, la vitrine, essayez de la mettre là pour voir. Doucement, Roger, doucement. Roger, décidément, enlever ce guéridon, il ne va pas bien avec les fauteuils. Il sera parfait ici. Et la chaise, là. Bon, eh ben c'est beaucoup mieux comme ça, non? Oh, mieux, mais il n'y a vraiment qu'une femme pour imaginer une telle harmonie, n'est-ce pas? Et Roger, Quoi, Roger? tu le gardes? Bien sûr que je le garde. Mais en coulisses, pour les sonneries. J'ai compris. Non, c'est égal, hein. On m'oblige à venir sur scène alors que j'ai horreur de ça. On me fait faire le déménagement, on me met à toutes les sauces. Et ensuite, on a l'air de m'en faire leur proche. C'est rude. Oh, Roger. Ne vous croyez pas obligé de marquer ainsi chacune de vos sorties. C'est tellement conventionnel. Et la lumière baisse lentement. Je dis la lumière baisse. Je dis maintenant, la lumière baisse doucement. J'ai dit doucement. J'ai pas dit noir. J'ai dit noir. Voilà, ça c'est féminin. Demandez le programme officiel indispensable pour suivre le spectacle. Allô? Mais oui, c'est moi. Oh mon Dieu, quelle heureuse surprise. Non, non, j'étais en train de faire semblant d'écrire l'acte que je viens à peine de commencer à jouer. Et pour la vraisemblance, je laissais un peu sonner le téléphone. Quelle joie de vous entendre. C'est pour moi un peu... Mais c'est exactement le début de mon premier acte. Oui, et alors? C'est ça le changement? Ne m'as-tu pas déclaré tout à l'heure, en prenant ma place, que beaucoup de choses allaient changer? Patience, le changement va s'opérer. Oh, je veux bien te croire. Mais alors pourquoi jouer une scène que j'ai déjà jouée? Parce que c'est la première fois que moi, je la joue. Et c'est ça le changement. Bah, bien sûr. Au premier acte, c'est toi qui téléphonais. Oui. Et moi, comme toujours, j'ignorais qui te téléphonait. Oui. Maintenant, je le sais. Ah. Et sans ton intervention inopinée, le public allait enfin à son tour la prendre. Oh, alors ça, c'est tout à fait improbable. Et je vais te dire pourquoi. Tu faisais semblant de téléphoner. Ah, toi? Ce téléphone est faux. N'est-ce pas, Roger, qu'il est faux? C'est vrai. C'est faux ou c'est vrai? C'est vrai, il est faux. J'avais cru comprendre qu'il serait remplacé demain. Ah, c'est exact. Mais nous venons de commencer le deuxième acte. Or, depuis le premier, un jour s'est écoulé. Tu ne vois pas le temps passer, mon chéri. Nous sommes le lendemain. Ah, à propos, comment ça se présente? Comment ça se présente, quoi? À la pièce. Quelle pièce? Ben, celle que tu es en train d'écrire. Où en sommes-nous, que je sache? Comment veux-tu que j'avance si tu me déranges continuellement? Oh, pardon. As-tu trouvé un titre? Mais oui, bien sûr que j'ai trouvé un titre. J'espère qu'il est bon. Tu sais, c'est très important, le titre. Il doit être révélateur, juste ce qu'il faut. Oui, celui que j'ai trouvé est très bon et il dit bien ce qu'il veut dire. Ah, j'ai hâte de le connaître. L'âge de monsieur est avancé. Ah, non, encore! Mais comment ça encore? Je viens de l'imaginer à l'instant. À l'instant. Mais tu sais que tu ne manques pas d'audace. C'est Roger qui en a eu l'idée tout à l'heure, en affirmant d'ailleurs qu'il était de moi. Or, c'est un titre qui ne veut rien dire. Ah ben, je suis pas de ton avis. En somme, tu veux que l'âge de monsieur soit avancé pour te trouver une bonne excuse. Une bonne excuse. À tromper monsieur. Mais c'est exactement le contraire. Au contraire. Eh oui, on comprendra mieux si l'âge de monsieur est avancé que monsieur s'amourage d'une minette. Une minette. D'une midinette, si tu préfères. C'est grotesque. Ah non, 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 s'il te plaît. Désormais, c'est moi qui règle les entrées et les sorties. Hein? Tu auras donc la politesse d'attendre que je t'ai répondu pour t'esquiver. Je t'en prie. Et, virgule, sur cette réplique, virgule, il sort. Parfait. Et sur cette réplique, qui ne souffre pas de réplique. Il sort. Il sort par la porte côté cour. Mais pourquoi pas par le fond? Parce que tu sors toujours par le fond. Tu m'as trop souvent fait passer par la petite porte, la porte étroite. À ton tour. D'ailleurs, c'est la porte de ta chambre. Oh, alors, c'est la porte de la coulisse, que je sorte par là ou par ici, je vais toujours dans la coulisse. La chambre, la salle à manger, le salon, le hall d'entrée, l'office sont dans la coulisse. Ici, tout est fiction. La carafe de Porto, qui verse du café. Ah, toi? La bibliothèque dont chaque livre est peint. Ta tasse de café dans laquelle tu tournes ta cuillère et qui, évidemment, ne contient ni sucre ni café. Ton manuscrit dont les feuillets sont vierges.
Et l'encrier enfin dans lequel tu trempes ta plume et qui, bien sûr, est vide. C'est comme ça au théâtre. Les comédiens, eux, donnent aux personnages qu'ils incarnent leur personnalité propre, leur sensibilité, en s'efforçant toutefois de s'oublier eux-mêmes pour être quelqu'un d'autre. Ils disent naturellement... En ayant l'air d'improviser. Ils disent, oui, naturellement, en ayant l'air d'improviser... Un texte appris par cœur. Un texte appris par cœur. Ils disent naturellement, en ayant l'air d'improviser, un texte appris par cœur, et comme leurs répliques ne reflètent pratiquement jamais leurs pensées, il est donc parfaitement naturel que le public s'émerveille de leur naturel. Et quand tout est fini, on quitte son intérieur pour rentrer chez soi. Voilà pourquoi, enfin, pour mieux donner le change, lorsque l'auteur me fait passer dans ma chambre, le metteur en scène, lui, m'invite à gagner la coulisse. Oui, si tu veux. Alors va vite dans la coulisse. Mais pourquoi veux-tu absolument que j'aille dans ma chambre? Pour te reposer. Mais sors, je t'en supplie. Ah, pour l'amour du ciel. Quoi? Mais, virgule, pour l'amour du ciel, virgule, sors, je t'en supplie, point d'exclamation. Va-t'en au diable. Et, virgule, sur cette réplique, virgule, il sort par la petite porte, côté cour. Pardon. Très bien. Et maintenant? Maintenant, tu es sorti. Et après? Après, je reste seule en scène. Et craque le téléphone. Non, pas crac. Le téléphone, c'est dring. Et cesse d'écouter aux portes, veux-tu? Ce n'est pas moi qui écoute, c'est l'acteur qui prête l'oreille pour ne pas rater son entrée. Oui, bah ça, y a pas de danger. Allô? Chérie, c'est pour toi. Ah, tu vois, heureusement que j'étais à qui est-ce. Devine. Eh ben, comment veux-tu que je devine, puisque désormais c'est toi l'auteur de la pièce qui est-ce? C'est elle. Elle? Mais qui ça, elle, mon chéri? Mais ta chérie, mon chéri. Mais ma chérie, c'est toi, mon amour. Mais mon chéri, je ne suis pas ta chérie puisque je suis ton amour. Oh, toi, tu es mon amour chéri. Et l'autre? L'autre? Jacqueline? Jacqueline? Oui, Jacqueline, ta maîtresse. Oh, c'est pas Jacqueline. Vous permettez? Et empruntez la porte quand vous entrez dans mon bureau. Si je ne passe pas par la porte, c'est simplement pour gagner du temps. Maintenant, s'il vous plaît, de vous éterniser sur de pareils détails, dites-le, j'emprunterai la porte. Mais ne pensez-vous pas que dans la vie, il y a des choses plus graves que de traverser les murs? Roger, je n'aime pas que vous me parliez sur ce ton. Eh ben moi, j'aime pas qu'on change de nom des personnages. Vous avez dit Jacqueline, ta maîtresse, et c'est Françoise, ta maîtresse. Non. Enfin, maître. Oh. La maîtresse! C'est Jacqueline ou c'est Françoise? Permettez, hein? C'est Jacqueline? C'est Jacqueline. Ah, tu vois? Je vois bien quoi? Que ce n'est pas Françoise. Françoise, c'est la fausse et Jacqueline, c'est la vraie. Bon. Ah ben, décidément, je comprends rien. Et puisque je suis un imbécile, je rentre chez moi. Il y a un match à la télé, avec des vrais joueurs, un vrai ballon. Bah, enfin, Roger, quel mot je vous pique? C'est retransmis en direct depuis le Parc des Princes. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, Roger, avez-vous bientôt fini? Oh, j'ai même commencé depuis un bout de temps. Faut que je me rate. Roger! Écoutez-moi, Roger. Vous aviez raison. Mais moi, je n'ai pas tort non plus. Dans la pièce, c'est d'accord, c'est Françoise. Mais dans la vie, elle s'appelle Jacqueline. Vous comprenez? Ici, tout est fiction. Le Porto, c'est du café. Et il n'y a pas de café dans ma tasse. J'avais cru bien faire, moi. Je crois qu'il est temps que je m'en aille. Roger, non, je vous en prie. Cette fois-ci, j'ai l'impression que les Bleus n'ont pas l'intention de se laisser damer le pion. Bon, hein. dis-lui quelque chose, toi. Vraiment, Roger? Vous croyez que les Bleus vont gagner? Mais oui, non, mais détourne la conversation. Alors, tu vas laisser partir comme ça? As-tu donc vraiment besoin de lui? Mais bien sûr. Si j'ai envie d'échanger quelques idées, j'ai absolument besoin de quelqu'un qui les approuve. Et en l'occurrence, je vais surtout avoir besoin d'un témoin. Je te parle de choses sérieuses. Et de quelque chose de sérieuse parles-tu? De Jacqueline. Hein? J'ai trouvé ses lettres. Désolé, mais ces lettres, c'est pas moi qui les ai mises. Alors, tu avoues. Tu avoues que tu me trompes de la façon la plus scandaleuse qui soit, c'est-à-dire ouvertement. Ah, mais j'avoue que pour moi, il n'y a absolument rien de scandaleux à agir ouvertement, mais puisque cette version... Tu n'as donc une pudeur, aucun scrupule à me bafouer. Ne suis-je pas ta moitié? Oh, ma moitié, c'est trop peu dire, car enfin être la moitié de quelqu'un, c'est tout de même n'en être qu'une moitié. Or, une femme, une vraie comme toi, mon chéri, ne peut en aucun cas être une moitié d'homme. Non, grâce à Dieu, aujourd'hui, la femme s'est affirmée dans sa condition. Grâce à Dieu. Car c'est vrai, devant la femme, l'homme est faible, très faible. Il n'est pas faible, il est lâche. C'est vrai aussi.
Ah, mais en revanche, la femme est forte. Courageuse même, voire héroïque. Oh, sais-tu que récemment, nombre d'entre elles périrent au cours d'un naufrage dans le Pacifique, tout simplement parce que le commandant de bord, voulant honorer leur sexe, avait cru bon de s'écrier « Les hommes et les enfants d'abord !» C'est pas vrai. Bien sûr que non. Mais du temps que vont les choses, c'est dans le domaine des possibilités. Tout cela pour t'expliquer que si l'homme a ses faiblesses, c'est-à-dire des aventures, la meilleure façon qu'il ait encore trouvé de rendre hommage à la femme, c'est de lui en faire la confidence. Il lui donne ainsi la certitude qu'il la considère non plus comme sa moitié, mais bien comme son égale. Eh bien, pour une femme, considérer son mari, c'est lui rester fidèle et le lui prouver en lui avouant qu'elle a refusé bravement de succomber à des aventuriers. Oh. Mais en lui faisant cet aveu, elle lui avoue du même coup tous ses regrets. Et pour lui, que dis-je pour lui? Pour les deux? Pour les trois? Enfin, pour tout le monde, c'est pire que d'avoir succombé. Ah non, j'ai connu une femme dont la fidélité à son mari était tellement exemplaire qu'elle passa toute sa vie à lui en faire le reproche. Mais enfin, quel sens donnes-tu à l'amour conjugal, hein? Et qu'est-ce donc pour toi que le devoir? Ah, de grâce, ne mélange pas tout. L'amour fait des heureux, alors que le devoir ne fait que des victimes. Et jamais, non jamais, personne ne pourra dénombrer les victimes du devoir conjugal. Alors justement, si tu considères que le mariage est une damnation, pourquoi t'es-tu si souvent remarié? Ah, mais je ne me suis jamais remarié. Pardon? Non, je me suis marié chaque fois. Alors par quel miracle crois-tu encore aux vertus du mariage? Eh bien, le miracle, c'est de croire chaque fois au miracle. Tu ne vas tout de même pas prétendre que tu es un naïf. Ah, là, tu confonds la candeur avec la naïveté. Toi, Candide, allons. Tu as une expérience à toute épreuve. Ah, je te jure bien que non. Les gens d'expérience s'accordent volontiers à proclamer que plus jamais ils ne feront les mêmes bêtises. Et c'est bien vrai, ils en font d'autres. Tandis que moi... Tandis que toi, tu avoues refaire toujours les mêmes. Voilà. Et lorsque tu dis à une femme, voulez-vous m'épouser? C'est un peu comme si tu lui demandais, voulez-vous me faire faire une bêtise? Ce qui revient à dire... Que je passe le plus clair de mon temps à faire des bêtises. Des bêtises dont tu ne portes pas la responsabilité? Non. Puisque ta candeur t'aveugle, pauvre chérie. Autrement dit, tu n'es pas responsable de tes infortunes conjugales. Non. C'est normal, orgueilleux comme tu l'es. Eh, pardi, c'est en effet avoir énormément d'orgueil que vouloir à tout prix faire le bonheur d'une femme qui n'en demandait pas tant, mais qui en voudrait bien davantage. Je ne sais pas si tu me suis. Oh, à la lettre. Oh, à propos, comment les as-tu trouvées? Trouvez quoi? Les lettres de Jacqueline. Oh, tout à fait par hasard. Non, je veux dire, comment les trouves-tu? Alors toi, tu ne manques pas d'aplomb, tu tiens vraiment à le savoir. Ah, mais je pense bien. Eh bien non, ce serait trop facile, je ne dirais pas ce qu'elle m'inspire, j'ai ma dignité, moi. Oh, alors si c'est une question de dignité... Je vous en supplie, Suzanne, dites-lui ce que vous en pensez, qu'on en finisse, sinon on va encore dépasser l'heure et j'aurai des problèmes syndicaux. Tiens, bah, je vous croyais devant la télé, vous. Il y a une grève. Suzanne, comment trouvez-vous ces lettres? Ça ne vous regarde pas. Alors, je vous en prie, Suzanne, à vos mouvements, quoi. Je comprends votre pudeur, mais imaginez le Cid. Rodrigue, as-tu du cœur, ça te regarde pas. Il n'y a plus de représentation possible. Eh bien, soit, puisque je dois le dire, À la bonne heure. je le dis tout net, ce sont les lettres d'une femme qui ne t'aime pas. Pourtant, elles sont bien tournées, non? Oh, vous dites ça parce qu'on n'est pas de syntaxe. Mais Roger, ces lettres, vous les avez donc lues? Oui. Cependant, tout à l'heure, j'ai cru que vous les ignoriez. Ah non, tout à l'heure, je vous ai dit que ce n'était pas moi qui les avais mises dans le tiroir du bureau. Oh, ben ça, je sais bien, puisque j'ai dû les y mettre moi-même. On ne peut compter sur personne. Ah, pardonnez-moi, mais avec tous ces bouleversements, tantôt c'est monsieur l'auteur, tantôt c'est vous. Maintenant, c'est moi. C'est pas une raison pour ne pas faire votre travail. Vous êtes payé, non? Bien sûr. Alors, n'oubliez jamais que tout salaire mérite travail. Roger. Roger, il faut absolument que je vous parle. Je vous regarde agir depuis un moment, quelque chose me trouble. Qui êtes-vous? Qui je suis? Oui. Vous le savez très bien, monsieur. Êtes-vous le régisseur du théâtre, oui ou non? Ah non? Comment ça, ah non? Non, je ne suis pas le régisseur du théâtre. Mais qui êtes-vous alors? Je suis un acteur qui joue le rôle du régisseur. Vous êtes sûr de ça? Ah, évidemment. Ah, tu vois? Mais alors, si vous n'êtes pas le régisseur du théâtre, il doit bien y avoir un régisseur quelque part, non? Bien sûr. Allez me le chercher. Et qu'est-ce que vous mijotez, tous les deux, là? Il n'y a personne, monsieur. Personne? Personne. Oh, c'est inquiétant, ça. Ah, c'est... Alors, nous sommes livrés à nous-mêmes? En quelque sorte, oui. Mais je ne sais pourquoi, mais ça m'angoisse, pas vous? Un peu. Alors, surtout, ne dites à personne que vous n'êtes pas le vrai régisseur. Bah,
À qui voulez-vous que je le dise, puisqu'il n'y a personne? Bon, sans vous déranger, là, on peut savoir ce qui se passe? Rien. Ah, il ne se passe rien. J'apprends que tu me trompes avec une gourgandine qui ne t'aime pas et qui veut t'épouser après notre divorce, et tu dis qu'il ne se passe Je rien. ne parlais pas de ça. Une fille sans charme, vulgaire, qui écrit des niaiseries. Ah, je vois que tu as déjà saisi le personnage. Une fille qui n'a aucune culture, sans bagage, sans cœur. Non, permettez. Moi, je trouve qu'il en a beaucoup, même trop. Trop de cœur? Non, trop de bagages. Moi, je comprends pas. C'est lui qui les a portés, n'est-ce pas, Roger? Mais qu'avez-vous porté? Mais, tous ces bagages, Mais où les avez-vous portés? là, non, Dans ma chambre. Non, ne me dites pas que ces bagages sont déjà dans ma chambre. Ils ne sont pas dans ta chambre, ma chérie. Ils sont dans votre loge, mon petit. Ma petite Suzanne, me croirez-vous si je vous dis que je suis désolé? Non, bien sûr, alors je me garderai de vous le dire. Cependant, écoutez-moi. Laissez-moi. Oui, je vais vous laisser, mais puisque vous avez bien voulu accepter de vous soumettre en somme à la règle du jeu, pouvez-vous m'accorder de jouer jusqu'au bout les moments douloureux de cette comédie? Je ne joue plus, monsieur. Mais soyez rassurés, je n'aurai pas le cœur à vous abandonner. Je le savais, madame. Et j'en suis honoré. Votre honneur est terni car vous me répudiez. Mais je ne porte en moi ni haine ni rancœur. Le trouble m'envahit. Veuillez me pardonner à l'instant où je peux mesurer mon erreur. Monsieur vous dit plutôt, votre rôle est ingrat, je vous remplacerai si vous jouez trop bien. Soyez vivante et gaie, mais n'improvisez pas. Je vous prends à l'essai et ne vous promets rien. Je vous eusse répondu sans chercher de détour. Vous vous êtes trompé. Ce n'est pas mon emploi. Je ne puis accepter de jouer sans amour. Même très bien payé, ne comptez pas sur moi. Mais comment soupçonner mon funeste destin en buvant vos paroles et m'enivrant de vous? Vous parliez de Degas, de Manet, de Rodin, de mon air ingénu, de mes bras, de mon cou, de Pablo Picasso, Fauré ou Debussy, Baudelaire et Villon, de mon étourderie, Louis XV et Pasteur, de votre père aussi, de Molière et Mozart, Napoléon, Verdi, et de vos souvenirs à Janson de Sailly. Je me réveille enfin d'un long envoûtement. N'ayant jamais été qu'une image à vos yeux, je vais m'évanouir sans désenchantement, sans vous dire au revoir, sans faire mes adieux. Bravo. Je ne l'aurais pas joué autrement. Mais c'est étrange, cette habitude qu'ont les femmes de claquer la porte que nous venons de leur ouvrir. Oh Seigneur, la diablesse aurait-elle oublié quelque chose? Ah, surtout, ne me dites pas que vous regrettez ce que vous venez de me dire. J'ai dû le mériter. Ne me dites pas non plus que vous êtes prête à tout oublier pour tout recommencer. Ça, je ne le mérite pas. Et ne me dites surtout pas, Roger, que je ne m'adresse pas à la personne à laquelle je parle. Ce vieux truc est insupportable. Suzanne a refusé que je lui porte ses bagages. Ses larmes avaient creusé des poches sous ses yeux. Des poches revolver. Oui, des poches revolver. Elle vous réserve certainement un chien de sa chienne. Oh mon Dieu, à propos, j'espère qu'elle n'a pas oublié Vladimir. Vladimir? Oui, son caniche nain. Ah non, elle lui faisait justement ses confidences. À Vladimir? À Vladimir. Et que pouvait-elle bien lui dire? Elle lui disait, oh, l'affreux cabot. Cabot, l'affreux cabot. Oh, c'est bien la première fois qu'elle s'en prend à lui. Maître, c'est de vous qu'il s'agissait. Mais qu'en savez-vous? Moi, je dis ça comme ça. Oh, non, 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 Roger. Elle parlait bel et bien à son chien. Et ce que vous avez pris pour de la haine n'était rien moins que du chagrin. Puisque vous le dites. Et probablement pensez-vous que ce chagrin ne me cause aucune peine. Oh. Oh, si, si, bien sûr, vous le pensez. Eh bien, Roger, une fois encore, vous vous trompez.
N'avez-vous pas compris, dans le flot de reproches qu'elle m'adressait, combien il lui était douloureux de se faire à elle-même tous ces reproches? Maudissant tout à coup, le jour où, me laissant entrer dans sa chambre, elle crut ingénument que j'entrais dans sa vie. Vous ne l'aimiez donc pas? Mais je l'ai adorée. Et c'est précisément ce dont elle me blâme aujourd'hui. Comprenez bien ceci, Roger. Une femme qui vous aime d'abord pour votre personnalité et qui soudain veut faire de vous quelqu'un d'autre est une femme qui vous aime d'abord pour elle-même. Or, si vous vous mettez en tête de vouloir tout lui donner, elle vous reprochera forcément d'être égoïste, puisque le bonheur de donner est, paraît-il, incomparable. Au fond, Roger, ce que Suzanne ne me pardonnera jamais, c'est bien de l'avoir adorée. Elle aurait peut-être préféré que vous l'aimiez, tout simplement. Mais je l'ai aimée tout simplement parce qu'elle était adorable. Croyez-vous donc que je puisse adorer une femme simplement aimable? Et pourtant, aujourd'hui, vous ne l'aimez plus. C'est Suzanne qui vous a dit ça? Me l'avez-vous entendu dire? Non, non. L'avez-vous lu dans la brochure? Il y a belle lurette que je ne mets plus le nez dans la brochure. Alors? Ah, c'est tout de même pas moi qui ai inventé Jacqueline. Vous l'avez dit, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi non plus. Qui donc, alors? Mais Suzanne, voyons. C'est Suzanne qui a inventé Jacqueline? Mais de toutes pièces. Et pour quelle raison? Oh, c'est pourtant simple. Asseyez-vous. Au premier acte, Suzanne me trompe. Avec son dentiste. Le dentiste n'est qu'un prétexte. Peu importe d'ailleurs avec qui elle me trompe, mais elle me trompe et me cherche querelle pour ménager sa sortie. Soudain, elle écrit et joue le deuxième acte car elle a décidé de prendre ma place. Vous me suivez? Oui, oui, je vous suis. Bien. Dès lors, elle renverse... La tasse de café. Mais non, pas la tasse à café, elle renverse la situation. Elle renverse la situation et essaie de faire croire au public que c'est moi qui la trompe. C'est normal, c'est logique, puisqu'elle a inversé les rôles. Alors, elle trouve des lettres qu'elle a placées elle-même dans le tiroir du bureau, invente Jacqueline et s'en va. Vous savez, Roger, il y a une chose que je déteste au théâtre. Laquelle, monsieur? Voilà, lorsque deux personnages qui savent très bien de quoi il est question font semblant de s'expliquer pour que le public comprenne. Ah, moi non plus, monsieur, je n'aime pas ça. Hein. Ils connaissent à fond la situation. 2 mots leur suffiraient, mais ils se mettent à parler pendant 1 heure. C'est vrai, oui, je trouve ça assez stupide et je vous le concède, tout à fait désagréable. Vous savez qu'ils vont jusqu'à répéter les mêmes choses 3 ou 4 fois, alors que le public a compris depuis le début. Certainement, monsieur. Oui, ils parlent, pour dire tout ce que nous savons déjà. Oui, monsieur. On a parfois envie de leur crier. Mais ça suffit maintenant, on a compris, passons à autre chose. C'est tout à fait juste. On a même le sentiment qu'ils éprouvent un malin plaisir à insister. C'est bien vrai, monsieur. Avouez que c'est irritant. Il n'y a pas de doute. Avouez enfin qu'on est en droit de se demander si cette lourdeur apparente ne cache pas un certain sadisme. J'en conviens, monsieur, mais dans le cas qui nous préoccupe, je ne connais pas la situation à fond. J'avoue même que j'en suis de plus en plus loin. Oh, Roger, que voulez-vous connaître que le public ne sache déjà? Si vous dites que Jacqueline n'existe pas, pourquoi avez-vous laissé croire à Suzanne qu'elle existe? Mais tout simplement pour être tout à fait certain qu'elle ne m'aime plus avant de la laisser partir, voyons. Ah ben, je me demande comment elle pourrait vous aimer encore, alors que vous avez tout fait pour attirer ses soupçons. Roger, mais l'amour, c'est une question de confiance. Oh, je ne parle pas, bien sûr, de cette confiance aveugle que certains vous accordent à la moindre occasion. Non, mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire, une confiance aveugle? Voulez-vous me dire? Pouvez-vous imaginer le tableau de la confiance brandissant sa canne blanche? Non, Roger, moi je parle de la vraie confiance. Celle qui est un peu myope et qui permet de laisser dans le flou les petits écarts de l'autre. Autrement dit, Roger, quand on s'aime, on ne se soupçonne pas. Vous avez l'air triste, Roger. Quelque chose ne va pas? Sérieusement, monsieur, je suis tracassé. Oh, permettez-moi de vous dire que vous n'en avez pas l'air. Pourtant, je vous jure... Non, ça c'est du souci. Un peu de souci, mais ce n'est pas du tracas. Pourquoi est-ce que vous minimisez mes sentiments? Parce que le souci, voyez-vous, Roger, c'est un peu léger, alors que le tracas, ça c'est théâtral. Si quelque chose vous tracasse vraiment, mais vous ne devez pas rester là comme ça, planté devant moi, complètement inactif. Que faut-il donc que je fasse? Mais ce que tout acteur fait en la circonstance. Tenez, placez-vous là. Attendez. Là, comme ça. Voilà. Alors, pour le tracas, c'est cette place-là que ne l'ai-je su plus tôt. Vous m'auriez vu ici pratiquement depuis le début. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Non, mettez vos mains dans le dos. Oui. Non, maintenant le front, creusez le front. C'est pas simple, ça. Je veux dire, mettez du souci sur votre front, Roger. Encore. Non, mais n'exagérons pas non plus. Voilà, oui, bon, ça va mieux. Maintenant, baissez la tête, regardez le sol. Allez-y. Ouais, comme ça. Ah, très bien. Bien. Dites. Quoi?
Quand je baisse la tête, le public ne voit plus mon front soucieux. Et alors? Si nous négligions tout ce que le public ne voit pas, mais où irions-nous? Bien, tournez-vous. Voilà. Maintenant, arrondissez les épaules. Non, non, modérément, modérément. Le dos légèrement voûté. Comme ça. Voilà. Et maintenant, faites quelques pas en avant. Non, 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 moins vite, moins vite, moins vite, Roger. Reprenez votre place et reprenez la position. Oh là là. Maintenant, avancez lentement. Voilà. Comme ça, c'est bien. C'est très bien, même. Attention, stop. Maintenant, faites demi-tour. Non, non, non. Si vous ne pensez pas davantage à ce que vous faites, vous ne serez jamais un grand tracassé. Jamais. Vous devez faire demi-tour ici, avec une légère hésitation. Comme ceci, voyez-vous? Allez-y. Voilà. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. C'est parfait. C'est pas mal, hein? Non, mais ne vous arrêtez pas, ne me regardez pas, continuez. Oh, mais c'est terrible. Mais où allez-vous? Roger, où allez-vous? Roger! Alors ça va pas, non? Mais ça allait très bien. Mais le tracas en coulisses perd beaucoup de son efficacité. Vous devez faire un autre demi-tour ici. Voilà. Et quand je vous sens vraiment tracassé, alors là, je vous pose la question. Quelle question? Mais la question, mais qu'est-ce qui vous tracasse, Roger? D'accord? Ah! Oui, d'accord. D'accord. Pardonnez-moi. Mais je vous en prie. Pardonnez-moi. Reprenez. Voilà. Quelque chose vous tracasse, Roger. Oui. Et qu'est-ce qui vous tracasse, Roger? Roger. Enfin, Roger, arrêtez-vous et retournez-vous. Roger! Oui, bah, je sais plus. Quoi? J'ai perdu le fil, avec tous ces va-et-vient, moi. Ça devait pas être très important. Non, c'était primordial, au contraire. J'ai besoin de votre angoisse. Cette angoisse qui précède les moments décisifs au théâtre. Il ne faut pas se laisser surprendre par l'inconnu. C'est pourquoi je reprends les choses en main. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que je me remets au travail et que j'écris le troisième acte. Oui, j'ai eu un moment de lassitude. Cette lassitude qui altère le sourire. Mais c'est fini. Au travail, nous sommes dans l'impasse. Il devient urgent pour moi d'épouser Jacqueline. Jacqueline? Oui, Jacqueline. Parce que Jacqueline existe? Mais évidemment, puisque Suzanne me l'a jetée à la figure ou dans les bras, si vous préférez. Oh, je crois, Roger... Je crois comprendre que quelque chose vous tracasse encore, Roger. Ah oui. J'essaye de cerner la vérité dans tout ça. La vérité, mais ça n'existe pas. Comment ça n'existe pas? Pas du tout. Allez-vous au cirque? Naguère, j'allais à Medrano, mais je ne vois pas... Attendez. Aimez-vous les clowns? Bien sûr. Bon, alors, je suis le clown. Et vous, Roger, vous êtes l'Auguste. L'Auguste. Oui, le bouffon, le balourd. Ah, mais je vous remercie. Pouvez-vous me dire, Roger, ce que contient cette carafe? Mais oui, c'est... Non, 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 vous ne le savez pas, vous n'en savez rien. Et si je vous demande, savez-vous ce que contient cette carafe? Non. Bon. Eh bien, cette carafe contient un sérum. Ah? Oui, et ce sérum, c'est le sérum de vérité. Le sérum de vérité? Oui, monsieur, de vérité. Pas possible. Si, monsieur. Et savez-vous ce qui arrive à ceux qui boivent ce sérum? Non. Eh bien, toute personne qui boit ce sérum dit la vérité. La vérité? Oui, monsieur. Alors, si je bois du sérum, je Vous dirais... direz la vérité. Tenez, Oh. buvez. Mais c'est du Porto, hein? C'est la vérité. Vous êtes bien nu. Comment ça, vous m'avez bien eu? C'est pas du Porto, c'est du café. Mais c'est la vérité. Mais pourtant, quand je vous ai dit que c'était du Porto, vous m'avez répondu c'est la vérité. C'est la vérité. Or, c'était pas la vérité. C'est la vérité. Et si ce que je disais n'était pas la vérité, c'était donc pas du sérum de vérité. C'est la vérité. C'est diabolique, votre truc, là. C'est la vérité. Vous voyez bien, Roger, que la vérité, ça n'est pas forcément ce qui est vrai. C'est vrai. Pourtant, vous me semblez perplexe. C'est juste. Je suis perplexe à propos de Jacqueline. Ah, encore? Je me demande bien comment vous allez l'épouser. Dans la plus stricte intimité. Oh. Roger, tout compte fait, vous pouvez considérer que cette réplique termine le deuxième acte. Je crois qu'elle vaut la peine qu'on s'y arrête. Vous avez entendu, j'ai dit ma réplique termine le deuxième acte. Vous ne voulez pas me répondre? Vous boudez? Oh, c'est
inouï. Non, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Roger! Mais... il a disparu? Oh, je le vois bien. Qui rêvait prendre ma place depuis le début, lui aussi. Roger, cessez cette plaisanterie, voulez-vous? Roger, venez ici tout de suite, c'est un ordre. Mais c'est effroyable. Je suis seul. Jacqueline existe-t-elle, oui ou non? Roger. Ben, j'ai peur. Oh, c'est un comble. Où étiez-vous? J'étais là. Non, non, non. Je vous ai cherché partout. Dites-moi la vérité. Ah, la vérité, ça n'existe pas. Ah oui, ah. Mais je viens de lire votre réponse à ma question, là. Et évidemment, j'aurais pas pensé à ça. Il y a une idée, mais il y a quand même une difficulté, quoi. Ah bon? Le public va trouver, à juste titre, que vous exagérez. Et pourquoi ça? Faire jouer 2 rôles différents à la même actrice d'une pièce à 3 personnages, vous pensez pas que ce soit un peu visible? Oh, mais je m'en tirerais avec une réplique à l'emporte-pièce, dans le genre de... décidément, elles sont toutes les mêmes. Que vous en tiriez, ça m'étonne pas. Mais si le public reconnaît Suzanne, plus rien ne sera crédible. Et ce serait fâcheux. Ah? Mais il suffit de ne rien lui dire au public, et en admettant qu'il reconnaisse Suzanne. Quelle importance. De toute façon, dans le public, il y a toujours celui qui voit ce qu'on veut lui faire voir. Il y a aussi celui qui ne voit pas ce qu'on lui montre. Et puis celui qui voit ce qu'on ne veut pas lui montrer. Ou encore celui qui veut voir autre chose. Et enfin celui qui ne voit rien du tout. Vous parlez du public comme si tous les spectateurs étaient bâtis sur le même modèle. Vous me faites penser à ces gens qui vous confient avec une certaine condescendance. Ah, mon cher, mais ce que vous faites ne s'adresse pas au gros public. Comme si eux-mêmes ne faisaient pas partie de ce large public qu'ils qualifient de gros. Mes rapports avec le public sont bien différents. Entre lui et moi, c'est encore une histoire d'amour. Et bien entendu, c'est toujours une question de confiance. Imaginez que tout à l'heure, en voyant entrer Jacqueline, le public se dise « Tiens, mais Suzanne est de retour ?» Il rendrait ainsi hommage à la forte personnalité de l'actrice. Si à l'inverse, il ne reconnaît pas Suzanne et se dit « Ah, voilà Jacqueline !» Il rend encore hommage au talent de la comédienne. Il serait peut-être plus honnête de dire que si nous en sommes là, c'est qu'il est presque impossible aujourd'hui de monter une comédie à plus de 3 personnages dans un théâtre non subventionné. Mais pourquoi dites-vous ça? Parce que si les charges sont trop lourdes, une affaire n'est plus viable. Vous avez l'air soucieux, monsieur. Ah ben, sérieusement, Roger, je suis tracassé, là. Et pour quelle raison, monsieur? Mais parce que j'avais l'intention de faire entrer plusieurs personnages au 3e acte. Quel personnage? Mais des domestiques, Roger. Jacqueline va arriver. Je ne peux pas la recevoir sans domestique. Je n'avais pas pensé à ça. Oh, c'est épouvantable. Oh, vous avez bien trouvé une solution. Laquelle? Me voyez-vous cirant moi-même le parquet, épluchant moi-même les pommes de terre, lavant mon propre linge moi-même. Jacqueline est peut-être une femme d'intérieur? Non, mais vous pensez à ce que vous dites, Roger? Jacqueline, ma Jacqueline à moi, astreinte aux travaux du ménage? Jamais, vous m'entendez bien? Jamais! En tout cas, pas tout de suite. Et, faute de mieux, cette réplique peut terminer le 2e acte. Oh, monsieur, il y a encore un acte. Au début de ce 3e acte,
L'auteur attend le retour de son épouse avec anxiété. Car c'est la première fois. Ah. Oui, la première fois que Jacqueline est en retard. Il lance à son portrait un regard de reproche. Roger. Ah oui, je viens de me l'apercevoir à l'instant, c'est un oubli. Pardonnez-moi. Oh, attendez, Roger, attendez. Après tout, reprenez donc celle-là et laissez-moi l'autre. Ça n'est guère plus réjouissant, mais... Qu'est-ce que je fais de la photo de Jacqueline? Mettez-la au coin en attendant. Bien. Pauline, Monsieur? madame est-elle dans sa chambre? Non, monsieur, madame est sortie. Êtes-vous certaine qu'elle ne soit pas revenue? Non, monsieur, je suis dans la chambre de madame et il n'y a personne. Oh, il y a bien quelqu'un puisque vous y êtes. Jeanne, Oui, monsieur. madame vous a-t-elle dit à quelle heure elle serait de retour? La madame, elle a dit qu'elle rentrait pour dîner, c'est tout. Merci, Jeanne. Albert, Monsieur, le dîner est-il prêt? j'achève de mettre le couvert. Pardon? Oui, je voulais dire, j'achève de mettre le couvert. Oh, ça, ce n'est pas la voix d'Albert. Ah, tu vois? Ce n'est pas lui qui m'a répondu. J'en suis certain. Entrez. Je demande à monsieur de bien vouloir me pardonner. Je n'ai pas eu le temps de me présenter à monsieur. Je suis le nouveau maître d'hôtel de monsieur. Ah non, ça je ne veux pas, Roger. Non, Mon prénom est Désiré, monsieur. non, non, je ne peux accepter que vous soyez mon domestique. Vous comprenez? Non, soyons simples, monsieur, c'est un réel plaisir pour moi. D'ailleurs, j'ai ce matin donné mes références à madame, elle m'a aussitôt engagé. Ah, bien, alors. Monsieur peut donc avoir toute confiance en moi. Je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir, monsieur. Oh, alors, je ne sais comment vous remercier, Roger. Désiré, monsieur. Je voudrais demander à monsieur une petite faveur. Si monsieur a de vieilles répliques qu'il n'ait plus envie de dire, monsieur peut penser à moi, à condition, bien sûr, que ça ne gêne pas monsieur. Je vous le promets, Désiré, j'y penserai. Si je peux me permettre une dernière condition, qu'elle ne soit pas trop usée. C'est entendu. Monsieur a-t-il encore besoin de moi? Non, non, Désiré, merci, non. D'ici à ce qu'il me fasse la proposition de jouer le rôle de Jacqueline. Voyons, où en étais-je? Car c'est la première fois que Jacqueline est en retard. Soudain, une porte claque en coulisses. L'auteur s'interrompt pour prêter l'oreille. Un bruit de pas dans le hall annonce l'arrivée de Jacqueline. Il entend battre son cœur. Lui seul l'entend. Il se lève. Ah, je commençais à m'inquiéter. Où étais-tu? J'ai voulu te faire une surprise, j'ai passé mon permis. Ah, alors dis-moi vite, l'as-tu? Ah oui, ça je l'ai bien eu. C'est vrai, tu as ton permis? Non, je dis je l'ai bien eu. Qu'est-ce que tu as bien eu? L'examinateur. L'examinateur. Figure-toi qu'il était décidé Décidé à quoi? à me le donner. Et te donné quoi? Mon permis. Et alors? Bah alors quand il a vu que je refusais. Tu as refusé le permis? Mais non, pas le permis, la voiture. Quelle voiture? Bah, la voiture, oui. On a vécu ensemble avant, tu vois. Et à cette époque-là, il m'avait toujours dit, je t'offrirai la voiture dès que tu auras passé le permis. Et puis on s'est séparés. Enfin, je suis partie. J'en avais marre, ce sont des choses qui arrivent. Mais lui, oh, il n'a pas pris ça du bon côté. Pas du tout, même. J'ai su qu'il disait à ce moment-là, si je la retrouve, je l'écrase. Il avait du chagrin, quoi. Et au lieu de ça, il me dit qu'il est heureux de me revoir et de fil en aiguille, qu'il veut toujours m'épouser. Alors moi, j'explique gentiment que ce n'est plus possible. Et du coup, il me fait des difficultés pour me donner le permis. Comme je n'avais pas fait de faute de conduite, je le menace de déposer une plainte. Et même de faire intervenir mon mari, qui est une personnalité, qui a des relations. Merci. Et puis, après un temps de réflexion, sais-tu ce qu'il me dit? Voilà ton permis. Tout juste. Voilà ton permis.
Et voilà la voiture. Sympa, non? Il aurait très bien pu me dire pour la voiture, si ton mari est célèbre, il n'a qu'à t'en payer lui-même. Tu vois? Eh bien non, au contraire. Il m'a pris la main comme par le passé et il m'a tendrement glissé à l'oreille ma petite Linette. Oui, il m'appelait toujours sa petite Linette. Ma petite Linette, ce qui est dit est dit. Oh, alors moi, tu penses, j'ai fondu puis j'ai accepté. De l'épouser? T'es fou! J'ai accepté la voiture. Ah. Je t'ennuie, hein, avec mes histoires. Oh, mais pas du tout. Ça t'ennuie que je te parle franchement? Oh non, bien sûr. Tu as assez souffert par le passé de femmes qui te cachaient les choses, non? C'est vrai, C'est toi qui m'as voulu comme je suis, sans ombre, sans détour. sûrement. Mais j'ai peut-être besoin d'un temps d'adaptation, n'est-ce pas? Prends ton temps, mon chéri. Mais pas trop quand même, hein? Tu vois, je préfère être franche. Ah, mais c'est très bien. Alors, franchise pour franchise, tu vas me faire le plaisir de rendre son automobile à ce monsieur dans les plus brefs délais. Oh, c'est fait, hein? C'est parfait. Enfin, et tout se passe bien avec l'assurance de la RATP. Mais que vient faire la RATP dans cette histoire? Mais c'est à cause de l'autobus. Le 30, tu sais, celui qui passe par l'avenue Kléber. Oui, alors? Alors, en passant par hasard avenue Kléber, enfin, c'est-à-dire en raccompagnant Armand chez lui, Armand? mon examinateur. Alors, on prend la rue de Longchamp, et en arrivant en bas, dans l'avenue Kléber, tout d'un coup, le bus. Oh, un miracle! On n'a pas eu une égratignure. Mais par contre, la voiture... Alors Armand m'a dit, ce n'est pas la peine de rester ici. Va, je m'occupe de tout. C'est inouï. Oh oui, hein? Oh oui, alors. Mais pas comme tu l'entends. Enfin, tu dois bien penser que ce monsieur n'a pas fait tout ça pour rien. Armand? Oui, Armand. Et pourquoi crois-tu qu'il l'ait fait? Mais je te le demande. Mais tout simplement parce qu'il m'aime toujours. C'est évident, non? Ah oui, oh, c'est évident. Ne t'inquiète donc pas, avec le recul. Tout ça a si peu d'importance aujourd'hui. Ah, tu trouves? Que veux-tu? Aucun homme n'a jamais pu m'abandonner. Ah bon? Eh non, c'est moi qui m'en vais la première. Autrement dit, c'est toi qui les abandonnes. Non, pas du tout. Je m'en vais la première, avant qu'ils ne m'abandonnent. Tu vois, si tu préfères, quand je sais qu'ils vont m'abandonner. Comment sais-tu qu'ils vont t'abandonner? Hein? Quand je commence à me lasser d'eux. Je pars pour ne pas souffrir. Souffrir de quoi? De le voir partir. Car si c'était lui qui partait, c'est moi qui souffrirais. C'est pour ça que je pars. C'est implacable comme logique. Mais dis-moi, là tout de suite, as-tu envie de partir? Pas du tout. Je viens d'arriver. Seulement parce que tu viens d'arriver? Non, pas seulement. Pourquoi encore? Parce que je crois au bonheur. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai, j'y crois toujours. Je ne pense jamais que je vais me lasser, que je devrais partir un jour ou l'autre. Oh, mais c'est terrible ce que tu me dis là. Il n'était donc jamais venu à l'esprit que le bonheur puisse durer. Si, bien sûr. N'en suis-je pas la preuve vivante? Jusqu'ici, j'ai toujours été follement amoureuse. Et chaque fois que j'ai senti mon bonheur en péril, je me suis empressée d'aller le chercher ailleurs, pour ne pas avoir de temps mort. Et comme l'attrait d'un nouvel amour a toujours eu sur moi un effet exaltant, mon bonheur n'a cessé d'augmenter d'une fois sur l'autre. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis follement heureuse. Tu es terrifiante. C'est bien ce que tu souhaitais entendre, non? Ah oui, mais Mais quoi? peut-être pas tout à fait de cette façon-là, on va dire. Je crois surtout que tu as peur de la vérité. Ah, encore cette sacrée vérité. Moi, j'avais bien compris que tu n'étais pas heureux auparavant. Je croyais être celle dont tu rêvais. Mais cela me semble impossible. Oh, pourquoi dis-tu ça? Parce que Suzanne a dû me faire une telle réputation dans ton esprit. Alors, à ton avis, je n'aurais pas dû la laisser partir. Non, je ne dis pas ça, mais elle t'a quand même rendu heureux, non? Dans une certaine mesure. Sans correspondre à ton bel idéal, elle t'a quand même aimé. Ça, je ne sais pas. Ah, ben moi, je te le dis. Ou alors, si tu le dis. Il ne faut pas non plus, parce qu'on a une nouvelle femme dans sa vie, renier complètement le passé. Je ne suis peut-être pas mieux qu'elle. Je trouve qu'elle te ressemble. Ah, tu es plus jeune déjà, mon chéri. Tu arrives dans ma vie au moment où j'ai besoin de me renouveler. Tu vois, je pense avoir acquis maintenant assez d'expérience pour me laisser aller à tes élans, ton inconscience, ton appétit. De tout cela, je ferai quelque chose parce que pour la première fois, et vraisemblablement la dernière, j'ai envie d'écrire une véritable histoire d'amour. C'est gentil, mais surtout ne te force pas. Une histoire d'amour dans laquelle je n'aurai pas fatalement le beau rôle. Ça, Ah, j'ai tellement envie d'espérer encore. espérons. Ah, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Et je vais faire une chose que je n'ai encore jamais faite en scène. Oh non, 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 Roger, je vous en supplie. Laissez-moi vivre intensément cet instant de folie qui ressemble tellement au bonheur. Non, monsieur, ce n'est pas Roger, c'est Désiré.
Je devais intervenir, mais si mon intervention est malvenue... Non, mais dites-moi ce que vous aviez à me dire, je vous en supplie maintenant. J'avais à dire... Madame est servie, c'est tout. Eh bien alors, n'en faites rien. Ce soir, j'invite madame au restaurant. Bien, monsieur, ce sera comme monsieur voudra. Je vais donc desservir la table, mais... Je tiens à faire remarquer à monsieur que ça n'est pas dans la brochure. Oh, je me fiche éperdument de ce qu'il y a dans votre brochure, alors. Ce soir, il n'y a plus de brochure. Allez donc chercher une bouteille de champagne, hein. Et soyez gentil de dire à Roger de venir prendre une coupe avec nous. Monsieur peut compter sur moi. Et je dois prévenir madame que, n'ayant pas trouvé de la limonade au citron, comme c'est l'usage au théâtre pour simuler le champagne, j'ai dû prendre une vraie bouteille de champagne. J'espère que pour ce soir, madame voudra bien me pardonner. Certainement, Désiré. Je suis très sensible à ce geste. Votre santé, Désiré. Moi, je te dis qu'elle À te votre ressemble. santé, madame. À votre Je te santé. dis qu'elle te ressemble, alors. Tes amours. À nos amours. Je donne le bonsoir à madame. Je donne le bonsoir à monsieur. Bonsoir, Bonsoir, Désiré. Désiré. Enfin, seul. Pardon, monsieur, mais Désiré m'a dit que vous souhaitiez m'offrir une coupe de champagne. Oui, nous le souhaitions, Roger. Nous le souhaitions. Mon chéri, je te présente Roger, notre régisseur. Roger, je vous présente ma femme. Ah, je suis très honoré, madame. Enchanté, Roger. Oh, je suis absolument désolé, Roger. Désiré n'a apporté que 3 coupes et vous allez être obligé de boire dans la sienne. Oh, c'est pas grave du tout. Alors, À votre bonne santé, Roger. excellent, hein. Je sais pas comment vous remercier. Hein. Ce n'est rien. Ce n'est rien, Roger. Comment 2 êtres aussi dissemblables peuvent-ils jouer si bien ensemble? Roger avec Désiré? Non, je parlais de Vianney et Doucet. Et qui sont-ils, Vianney et Doucet? Ce sont les merveilleux musiciens que tu écoutes en ce moment. Ils sont deux? Mais bien sûr, mon chéri. 4 mains, 2 claviers, une complicité unique. Quelle rencontre, quelle harmonie. Oh, quel rêve ce serait, n'est-ce pas? Plus de brochures, plus de rideaux, plus d'actes, plus de répliques, plus de coulisses. Juste une pure et vraie histoire. Quelques minutes chez nous, avec notre champagne, notre musique favorite, nos vrais souvenirs. Quelques minutes de vérité, ici, entre toi et moi. 2 êtres vivants qui essaient de s'aimer, qui pour s'aimer, essaient de se comprendre, qui pour se comprendre, essaient de se plaire. Juste ce moment-là. Sans régisseur. Sans projecteur. Sans accessoires. Sans public? Ah, ne m'en demande pas trop. Je voudrais te poser une question. Oui? Je t'écoute. C'est assez embarrassant. Embarrassant pour qui? Pour toi, pour moi, pour les deux? Pour les 3. Que veux-tu dire exactement? C'est très simple. Parmi mes qualités, laquelle préfères-tu? Toutes. Oui, ça, j'entends bien. Cependant, il doit bien en avoir une que tu préfères. Ah non, non. Je te jure, je t'accepte tel que tu es. Oh, mais moi aussi, je te supporte. Puisque tu es élu de ma question, je vais te la poser différemment. Quelle femme préfères-tu en moi? Jacqueline ou Suzanne? Toi. Tu t'en tires encore avec un mot. Ah oui, mais quel mot. Ah, s'il te plaît, écoute-moi. Ce soir, j'ai bien voulu faire tout ce que tu voulais. Je suis entrée, je suis sortie, puis je suis revenue. Après avoir été l'une, j'ai été l'autre, j'ai tout accepté, même d'écrire ta pièce. Tu m'as prié de t'obéir en m'ordonnant de te commander, je t'ai obéi. Naturellement, comme je m'y attendais, tu t'es bien gardé de jouer le jeu. Cependant, je n'ai pas protesté. Non, je suis restée ici, près de toi. Avec toi. Enfin, avec tes humeurs, tes caprices, tes jouets. Avec Roger, avec Désiré.
Et là, avec Vienner, avec Doucet. J'étais Suzanne. Et Jacqueline. J'ai écrit des pages blanches, j'ai répondu à des téléphones muets. J'ai attendu, tremblante, derrière des murs qui n'existent pas. Oui, j'ai fait tout cela pour toi. Pour te plaire. Maintenant, dis-moi, avons-nous, enfin, as-tu vraiment besoin de tout cela? Je ne sais pas, je n'ai jamais rien connu d'autre. Ah, je t'en prie, fais un effort. Hein. Oublie tout. Tourne la tête vers moi. Rien que vers moi. Regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce qui te gêne? Ce n'est pas mon meilleur profil. Oh, je t'en supplie, regarde-moi. Oublie-les aussi. Nous sommes seuls. Réponds à ma question. Avec moi, serais-tu prêt à tout recommencer? Mais pourquoi diable vouloir tout recommencer? Continuons. Je ne connais personne au monde qui ait réussi à recommencer sa vie. Ni la recommencer, ni la refaire d'ailleurs. Pour cela, il faudrait d'abord l'avoir faite. Or, Dieu sait qui l'a faite. Lui, justement. Dieu? Dieu. Alors ce n'est pas une évidence et je n'en suis pas si sûr que toi. Car si Dieu nous donne la vie sans nous consulter d'ailleurs, ce même Dieu, qui est un être infiniment bon, nous la reprend sans nous demander notre avis. A-t-on déjà vu un être infiniment bon reprendre aux autres ce qu'il leur a donné? Mais moi, j'ai confiance. J'ai la foi du charbonnier. Quel charbonnier? Le mien est d'un athéisme sans pareil. Mais banalité pour banalité, va, que Dieu t'entende. C'est le pari de Pascal. Feu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nom des philosophes et des savants. Dieu de Jésus-Christ, grandeur de l'âme humaine. Joie, joie, pleurs de joie. Renonciation totale et douce. Renonciation totale et douce. Renoncer totalement, mais à quoi? Renoncer à être ce que nous sommes, nous autres cabotins? Mais notre vocation est déjà un renoncement en soi. Et comment renoncer à des incertitudes qui sont pour nous autant de raisons d'espérer? Quelle douceur y a-t-il dans le renoncement à tout cela? Quelle douceur dans l'angoisse de ne plus pouvoir donner et ne plus recevoir? Quelle douceur dans la sollicitude de ceux qui nous observent quand on a renoncé? Ce renoncement ressemble étrangement à la mort. La mort n'est pas un renoncement, puisque mourir, c'est encore agir. Mourir, c'est s'en aller, disparaître, s'éteindre, partir, succomber, passer, trépasser. C'est aussi renoncer à vivre. Eh bien non. J'ai trop de savoir-vivre pour renoncer à la vie. Et je renonce à ce renoncement. Oh mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Ah mon Dieu, que j'ai mal. Où as-tu mal? Là, atrocement. Ah mon dos. Non, c'est rien, Que mon dos me fait mal aussi. Ne parle pas, repousse-toi là. Mon bras. Roger, vite. Oh, que j'ai mal au bras aussi. C'est rien, t'inquiète pas, ça va aller mieux. J'ai très chaud. Qu'est-ce qui se passe? Allez, ça suffit, arrête. Appelle un médecin, je crois que c'est grave. Si c'est grave, tu sais ce qu'il te reste à faire? Non, dis-moi. Il faut que tu parles pendant ton agonie. Tu sais, au théâtre, les mourants n'en finissent pas. Pour la raison que tant qu'ils parlent, ils peuvent pas mourir. Alors, fais durer. Improvise. Roger, je t'en prie, tu... Non, non. Il a raison. Il faut absolument que je te parle encore. Je vais appeler un médecin. Je vais te chercher de Non, l'eau. non. Reste, ne t'en va pas. Je crois qu'il est temps. Non, je t'en supplie, ne parle pas. Écoute-moi. Plus tard, Non. repousse-toi. Je t'empresse. Il faut absolument que tu me pardonnes. Je t'en prie. Tu dois m'écouter. Il faut absolument que tu me pardonnes. De t'avoir si mal aimé. Si, si. Quand je t'ai rencontré, je t'ai voulu si fort à moi, que dans ma tête et dans mon cœur, mon amour s'est confondu avec ma passion. Tu étais à moi seul. J'étais fier de t'avoir conquise, en te disant combien j'étais fier. J'avais l'impression de te faire le plus beau compliment. Je m'aperçois que rien n'était plus égoïste. Ce que j'aurais dû te dire. Laisse-moi te le dire maintenant. En toi, rien jamais ne m'a laissé insensible.
Rien de ce que tu es, de ce que tu fais ne m'a été indifférent. Rien en toi ne m'a jamais choqué. Et c'est cela qui me semble le plus important après ces années ensemble. Le médecin va venir. En attendant, continue. Continue encore. Tu ne penses pas que c'est un peu long pour un mourant? Non, non, tu peux y aller. Si tu as encore des choses à dire. Oh, pardonne-moi de m'être si mal conduit avec toi. J'ai cru qu'à te laisser vivre, je risquais de te perdre. Et je me suis approprié ce qui n'était qu'à toi. Toutes tes qualités, tes charmes, tes talents. Je les voulais pour moi, tant je te voulais mienne. Je faisais tout pour que les autres t'admirent. Mais j'étais jaloux quand ils t'admiraient de même. J'avais plaisir à leur vanter tes mérites. De crainte qu'ils ne me les vantent. Je croyais t'honorer en offrant au public ce que tu me donnais. Pourras-tu jamais me pardonner d'avoir sacrifié à mon métier mon amour, mes sentiments, ma vie, par pur orgueil, par dérision? Oh, je crois que je suis en train de mourir. Le médecin est là. Oh, c'est inutile. Et c'est bien comme ça. Mais sortez-moi de scène. Je ne veux pas que le public... Ce n'est pas moi. Oh! Tu viendras quand même saluer. Ah, mais je pense bien. Ouais. Salut. Voilà. Dors bien. Toi aussi, hein. Ah, oh, Nicole. Tu as le temps, on prend un verre? Non, mais on n'a pas assez répété.